OK, alors bonjour tout le monde. Comme Bruno a déjà introduit, dans le fond, il existe un tableau de bord déjà à l'Université Laval qui s'appelle Ma réussite. Bruno avait eu comme idée pour développer le tableau de bord à l'Université de Montréal de partir de comment il est utilisé à l'Université Laval ou pas, dans le fond, pour développer quelque chose qui serait plus adapté aux besoins des utilisateurs. Je vous présente en fait la façon que les enseignants, en tout cas, du moins mon échantillon d'enseignants utilise le tableau de bord à l'Université Laval. Donc, c'est un tableau de bord qui a été implanté en 2015 sur une base volontaire, en 2016 à plus grande échelle dans toute l'université. Donc, en 2016, quand ça a été appliqué à grande échelle, on avait presque 1000 cours qui l'utilisaient et 23 000 étudiants. Là, donc, c'est vraiment quelque chose qui a été implanté à l'ensemble de l'université. Et là, si on se focus du point de vue seulement des enseignants, bien, l'objectif pour les enseignants, c'est de permettre d'être proactif auprès des étudiants qui ont des signes de difficulté. Donc, on va voir si cet objectif-là est atteint là, avec le résultat de mes entrevues. Donc, juste à titre informatif, comment il fonctionne à l'Université Laval, ça, c'est la vue de l'étudiant. Donc, on a une palette de couleurs qui s'affiche. Vert si ça va bien, jaune si c'est à surveiller, rouge si notre étudiant est à risque d'échouer ou d'abandonner le cours. Donc, ça, c'est la vue que l'étudiant voit. Donc, il peut consulter là, toute sa participation de différents éléments dans le cours. Et ça compose, dans le fond, son indicateur sommaire qui est la couleur que l'étudiant voit. Donc, ça, c'est la vue que l'étudiant voit, mais l'enseignant peut aussi voir exactement la même chose. Donc, l'enseignant peut cliquer sur le nom de chacun de ses étudiants et avoir accès à la fiche détaillée de chacun de ses étudiants également. Je vous présente ici la vue de l'enseignant. Donc, l'enseignant, en fait, quand il se connecte à l'outil, on voit la liste des étudiants qui sont inscrits au cours avec leur indicateur sommaire. Donc, ils sont classés en ordre, les rouges en premier, les jaunes et les verts ensuite. Et on est capable aussi de voir la cote projetée si l'étudiant avait ces résultats-là, quelle serait sa cote. Et là, ce qu'on peut voir aussi qui est intéressant, dans le haut à droite, on a une espèce d'indicateur de groupe. Donc, on voit ici que 79 des étudiants qui sont en voie de réussir le cours selon l'outil. Et puis, on a complètement à droite aussi une colonne suivi. Donc, à partir de ça, l'enseignant peut cliquer là et envoyer un courriel directement à l'étudiant pour lui offrir de l'aide ou lui proposer des ressources. Et on peut aussi, à partir de là, avoir accès à ce qu'on appelle le journal de suivi. Donc, on peut documenter à cet endroit-là, bon, j'ai contacté l'étudiant à telle date, tel jour, etc. Donc, on peut se cumuler, dans le fond, un suivi sur les interventions qu'on a faites auprès de cet étudiant-là. Donc, ça, c'est toutes des fonctionnalités qu'on a questionné les enseignants à savoir si elles étaient utilisées, que je vais vous présenter dans les prochaines minutes. Donc, la problématique, c'est certain, c'était de voir est-ce que c'est utilisé par les enseignants, parce qu'il y a beaucoup de sous qui ont été injectés pour développer un outil comme ça. Puis, on n'a pas beaucoup d'informations non plus dans la littérature. L'Université Laval, on l'a dit, c'est dans les pionnières à implanter ça. Donc, dans la littérature, on ne sait pas trop non plus si c'est utilisé à grande échelle par les enseignants. Et est-ce que les enseignants trouvent ça utile aussi dans leur travail pour accompagner leurs étudiants? Donc, ça non plus, on n'a pas beaucoup d'informations dans la littérature à ce sujet-là. Donc, nos questions de recherche, c'était de savoir comment est-ce que les enseignants utilisent le tableau de bord là, dans leurs cours en ligne. On s'est concentré juste sur le premier cycle pour cette recherche-là. Et on voulait savoir aussi c'était quoi les perceptions des enseignants sur l'utilité de cet outil-là dans le cadre de leur travail. Donc, au niveau de la méthodologie, on a ciblé 4 facultés. C'est les 4 facultés dans lesquelles il y a le plus de cours en ligne à l'Université Laval. Donc, la faculté des sciences d'administration, les sciences sociales, lettres et sciences humaines et agriculture et alimentation. On a envoyé un courriel de recrutement là, à tous les enseignants de tous les cours en ligne de ces facultés-là. Donc, ça représentait 107 cours, 89 enseignants, et on a 17 enseignants qui ont accepté là, de faire une entrevue. Donc, 19 % à peu près de taux de participation. Donc, on a fait des entrevues, je dis semi-dirigées, mais en fait, c'est des entrevues très, très dirigées. En fait, là, on partait d'un cadre vraiment théorique, donc le TAM ou une version plus avancée que Bruno a présenté tantôt. Donc, on a questionné l'utilité, la facilité d'utilisation, l'influence sociale que les enseignants ont à l'utiliser, les conditions facilitatrices. Puis, on a questionné aussi beaucoup au niveau de l'utilité. Est-ce que c'est utile dans votre travail d'encadrement, donc pour faire de l'encadrement cognitif, de l'encadrement social, motivationnel, métacognitif aussi, auprès de vos étudiants. Donc, on a eu quand même des assez longues entrevues, là, en moyenne 1 heure avec chaque enseignant. Ça nous a fait beaucoup de contenu de verbatim à analyser. Et on a aussi regardé les traces d'utilisation de l'outil, donc en collaboration avec l'Université de Laval. On a obtenu les traces là, des accès par les enseignants à l'outil.
Donc, on a préparé des grilles de codage, bien sûr, à partir de nos cadres théoriques et des données. On a codé ça à 2 personnes, Marie-Noëlle Fortin, qui n'est pas ici aujourd'hui, et on a eu des ententes interjuges pour 3 entrevues à 85 %. Donc, je vous présente un sommaire des résultats, en fait, ici. On voit la fréquence d'utilisation. Donc, ça, c'est en discutant là, avec les enseignants de savoir catégoriser un peu la fréquence d'utilisation de l'outil. Donc, j'ai jamais, par le quart de mes participants qui l'utilisent jamais du tout. Et peu, là, donc peu, ça veut dire genre 1 fois ou 2 dans la session pour la moitié de mes participants. Donc, on voit que ceux qui l'utilisent souvent, c'est pas la majorité du tout des enseignants qui ont participé à mon projet de recherche. Ensuite, on les a questionnés sur comment est-ce que vous l'utilisez. Donc, ça, c'est vraiment ce qui émerge des données, les fonctionnalités qui sont utilisées. Donc, on voit ici la liste des étudiants avec leur couleur de pastille. Donc, ça, c'est vraiment ma liste avec toutes les couleurs de chacun. C'est ce qui est le plus consulté par ceux qui l'utilisent, on s'entend. Ensuite, la fiche personnelle de l'étudiant. Donc, quand même, ceux qui l'utilisent sont curieux, vont aller cliquer sur les profils personnels de leurs étudiants. Et on a l'indicateur de réussite du groupe là, qui était de savoir combien de pourcents de mes étudiants sont en voie de succès. C'est ce qui ressort aussi comme étant utilisé par ceux qui l'utilisent. On se rappelle que c'est une minorité de cas. Ensuite, ça aussi, c'est ce qui émerge des données. Donc, les raisons pour lesquelles les enseignants utilisent l'outil. Donc, la raison qui ressort le plus, c'est pour jauger la participation de leurs étudiants dans leur cours. Donc, ils veulent voir sur quoi les étudiants cliquent, quelles sont les activités qu'ils vont réaliser. Il y en a qui vont utiliser ça pour, des fois, former des équipes, donc pour mettre des gens qui ont l'air de travailler beaucoup ensemble, puis des étudiants qui ont l'air de ne pas travailler beaucoup, les mettre ensemble. Il est ressorti toutes sortes de choses de ça, mais c'est plus pour voir qu'est-ce que les étudiants font dans le cours. On a aussi ciblé les étudiants en difficulté. J'attire votre attention que cibler les étudiants en difficulté, ça ne veut pas dire contacter les étudiants en difficulté. Donc, il y en a plusieurs qui vont juste regarder qui semble en problème, mais qui ne vont pas nécessairement aller plus loin avec ça. On a aussi à voir le portrait global du groupe, donc avec le fameux indicateur là, de réussite du groupe, donc voir sommairement comment ça va dans l'ensemble du groupe. Déterminer si j'offre de l'aide, ça aussi c'est intéressant. Il y a certains enseignants qui ont mentionné que parfois, s'ils ont des demandes d'aide, bien, ils vont aller regarder la participation des étudiants pour déterminer s'ils ont envie de les aider ou non. Parce que si l'enseignant juge que l'étudiant n'a pas fait d'effort ou n'a pas participé à son goût, parfois ça va influencer l'enseignant à dire « je n'ai pas vraiment envie de t'aider, toi, étudiant, parce que tu n'as pas fait ton bout de chemin ». Donc, c'est les principales raisons d'utilisation qui sont ressorties. Les raisons de non-utilisation, ça aussi, c'est très intéressant. La taille des groupes, c'est la première raison. À l'Université Laval, les cours en ligne, c'est des centaines d'étudiants. Dans les cours, dans mon échantillon, j'ai des professeurs, des chargés d'enseignement, des auxiliaires d'enseignement, donc j'ai une variété d'intervenants. Et la taille des groupes, c'est ce qui ressort le plus. Donc, on a trop d'étudiants supervisés. Pour eux, c'est comme pas réaliste de faire un suivi personnalisé pour chacun comme ça. La méconnaissance de l'outil, c'est ce qui ressort en deuxième. Donc, je me suis aperçue que souvent, quand j'ai fait mes entrevues, il fallait que j'explique aux enseignants c'était quoi l'outil, c'était quoi les fonctionnalités qu'il y avait dedans. Donc, c'est comme s'ils n'étaient pas trop au courant, que certains n'étaient même pas au courant que ça existait, d'autres n'étaient pas trop au courant de comment ça fonctionnait. Donc, quand même, je pense qu'il y a un travail là, qui aurait pu être fait à l'Université Laval pour mieux communiquer les fonctionnalités de l'outil là, au personnel. Ensuite, l'autre raison qui ressort, c'est la vision encadrement libre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que plusieurs enseignants qui m'ont dit « c'est pas à moi à aller chercher les étudiants en difficulté, c'est à eux à venir me voir. Donc, ce sont des adultes, ce sont des grands, je n'ai pas à les prendre par la main. » Ce genre de discours-là, on a eu beaucoup ça dans nos entrevues. Également, le manque de temps qui ressort fortement aussi. Je vous dirais plus chez les professeurs. Beaucoup ont mentionné que si je passe plus de temps à encadrer mes étudiants, j'ai moins de temps pour faire ma recherche, donc j'ai un temps limité et tout ça. Et je ne veux pas me mettre à offrir de l'aide à tout le monde parce que je n'aurai pas le temps d'aider tout le monde à ce point-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est ressorti aussi beaucoup. Donc, on voit quand même que les raisons de non-utilisation, ce n'est pas tant que ça lié à l'outil lui-même. C'est plus des raisons qui sont comme structurelles dans l'organisation du travail, qu'il faudrait comme changer complètement, de faire des plus petits groupes, de dégager du temps. Donc, ça, ce n'est pas vraiment le tableau de bord lui-même qui va régler ces enjeux-là. Donc, je vous ai mis un petit extrait ici là, d'un verbatim que je trouvais parlant, qu'on a vu souvent. Là. Donc, moi, j'ai une philosophie assez entrepreneuriale. Je pense que chaque personne doit se prendre en charge par elle-même. C'est pas à l'enseignant d'aller chercher les élèves en difficulté.
si un élève se rend compte qu'il est en difficulté, c'est à lui de s'occuper de sa réussite. Donc ça revient souvent dans nos verbatim. On a questionné l'utilité perçue de l'outil globalement. Donc, on voit ici là, que beaucoup ne le trouvent pas vraiment utile dans leur travail. Certains sont neutres et d'autres le trouvent légèrement utile ou très utile. Donc, ça, c'est ceux qui l'utilisent principalement qui trouvent ça. Ceux qui ne l'utilisent pas bien, sont plus dans l'autre perspective. On les a questionnés aussi sur l'utilité de chacune des données qui rentrent dans l'algorithme pour déterminer la pastille de couleur. Donc, on a ici l'accès au site de cours. Donc, on voit que la majorité des participants trouvaient que c'était une donnée utile là, pour calculer dans l'algorithme. On a aussi le nombre de pages consultées. Donc, ça aussi, la plupart des participants étaient d'accord que c'était une donnée pertinente à entrer dans l'algorithme. On a ici le nombre de fichiers téléchargés. Donc, même chose, les participants sont d'accord que c'est utile dans l'algorithme. Le nombre d'éléments multimédia consultés. Celui-là est pas mal plus unanime, là, donc le nombre de vidéos d'enregistrement de balados qui ont été consultés. Ensuite, on a le forum, donc les consultations des messages dans le forum, et on a aussi les rédactions de messages dans le forum. Donc, lui a été considéré comme moins utile dans l'algorithme par les enseignants. Ensuite de ça, le dernier élément qui rentre dans l'algorithme, c'est le nombre de tentatives au quiz formatif. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que les enseignants trouvaient pertinent à intégrer dans l'algorithme. Je vous ai présenté tantôt là, la vue de l'étudiant affiche la cote projetée à l'étudiant. Donc, ça, les enseignants trouvaient que c'était utile également parce que souvent, surtout pour les cours de première session, on reçoit beaucoup de questions justement sur ça va être quoi ma cote. Là, les étudiants ne sont pas familiers avec les notations lettrées. Donc, d'afficher les cotes projetées, les enseignants trouvaient ça utile. La pastille de couleur, on trouvait ça utile aussi. Ça parle à tout le monde, vert, rouge, jaune. Et puis, la base de comparaison avec laquelle on calcule la couleur, à l'Université Laval, c'est avec la médiane du groupe. Donc, ça, on a eu des échanges là-dessus avec les enseignants de dire, oups, est-ce que c'est la bonne façon de déterminer la pastille de couleur? Parce que si je suis avec un groupe qui clique beaucoup, bien là, ça va être plus difficile d'aller chercher un vert. Alors que si une session donnée, je suis avec un groupe qui participe moins, bien, je vais peut-être avoir un vert quand même, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Et ici, bien, je vous ai présenté les limites là, de l'algorithme qui ont été soulevées par les enseignants. Donc, bien sûr, les traces ne sont pas nécessairement représentatives de l'activité réelle que fait l'étudiant. Ce n'est pas parce qu'on clique là qu'on a lu, qu'on a écouté la vidéo, etc. Donc, c'est sûr que ça ressort beaucoup. Bon, c'est sûr, des fois, on a du matériel complémentaire qui est dans le cours, qui est pris en compte dans l'algorithme, mais qui ne devrait pas nécessairement l'être parce que ce n'est pas obligatoire, c'est des trucs complémentaires. Et aussi le moment de prise en compte des résultats. Donc, l'algorithme intègre aussi, à un moment donné, les résultats de l'étudiant pour calculer la couleur. Donc, dépendamment du design de cours, ce moment-là peut varier. Donc, ça peut avoir des influences aussi sur la couleur de la pastille en question. Finalement, je vous présente ici la perception de l'utilité potentielle de l'outil dans l'encadrement en général. Donc, je pourrais rentrer beaucoup plus en détail dans ça, mais le temps est limité aujourd'hui. Donc, on voit, dans le fond, que les enseignants trouvent que c'est utile pour connaître l'activité des étudiants dans le cours, également pour identifier les étudiants en difficulté, on en a parlé tantôt. Ils trouvent ça utile pour voir si ça a un effet sur la réussite, pour l'auto-évaluation des étudiants, pour fournir de la rétroaction, pour fournir de l'aide, etc. Donc, ils sont d'accord pour dire que ça pourrait être utile, mais moi, ce que je retiens de ces entrevues-là, c'est que oui, on est d'accord que ça pourrait être utile, mais en fait, on ne l'utilise pas vraiment parce que soit qu'on n'a pas le temps ou on a trop des grands groupes ou bon, les raisons qu'on a discutées tout à l'heure. Donc, je vais passer la parole à Amiel qui va vous parler là, des entrevues de groupe qui ont été faites avec des étudiants et des enseignants non utilisateurs d'un tableau de bord. Merci, Audrey.